Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Aujourd'hui, c'est le débrief. On est ensemble pour une demi-heure. Je vous présente les sujets et les débriefeurs juste après. Allez, c'est parti pour notre débrief. Aujourd'hui, on va beaucoup parler du CES de Las Vegas, bien évidemment, mais pas seulement. Mes débriefeurs, je vous les présente tout de suite, sont deux débriefeurs de la première heure. Mikim Chikli, bonjour. Bonjour. Bienvenue à nouveau dans Smart Tech. Très, très bonne année. Je vous présente mes meilleurs vœux. Je rappelle que vous êtes conseiller en stratégie de dirigeants, conseil d'administration aussi sur ces sujets de tech et data. À côté de vous, Christophe Holnet. Bonjour, Bonjour Christophe. Delphine. Très heureuse aussi. Mes meilleurs vœux également. Aussi. Merci beaucoup. Et vous, je rappelle que vous êtes le senior advisor de 72. Alors, on va parler, je disais, du CES de Las Vegas, mais pas seulement. On va parler aussi de Meta qui piétine le fact-checking. Et pourquoi pas l'Union européenne, quand même, avec quelques allusions. En tout cas, Mark Zuckerberg a annoncé cette importante décision, grosse décision, mettre fin à son programme de vérification des faits sur Facebook et Instagram aux États-Unis. Et puis finalement, adopter ce modèle de X Twitter, revendiquer sa culture américaine en opposition donc avec celle de la Chine et de l'Union européenne. On va aussi parler de Starlink en sauveur à Mayotte. Eh bien, ça fait grincer des dents, notamment chez les opérateurs nationaux. Mais on commence évidemment avec le CES de Las Vegas. En plus, on a beaucoup de chance parce qu'on a un couche-tard avec nous. Mathieu Soulet est en direct de Las Vegas. Il est très tard au moment où on vous appelle. J'en suis désolée, mais tellement contente de vous avoir. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes le responsable du laboratoire d'innovation de BNP Paribas à San Francisco et vous êtes le directeur aussi du C-Lab de KT Innovation, qui est un fonds global de capital risque. Alors là, tel que je me situe avec le décalage horaire, c'était votre deuxième jour sur le CES de Las Vegas. Alors c'est même le troisième jour, tout à fait. Donc, maintenant, Okay. ça fait 3 mois que je suis passé full-time chez KT Innovation. Donc le CES, en 2 mots, hein, c'est 150 000 personnes cette année, 4 500 exposants. Donc c'est un des plus gros salons tech au monde. Et puis, comme d'habitude, le démarrage du salon se fait en fait par la keynote d'ouverture d'un des géants de la tech. Cette année, c'était Nvidia. Donc, on avait le CEO d'Nvidia, Jensen, qui était sur scène, qui annonçait finalement un petit peu les tendances qui viennent pour Nvidia. Beaucoup d'intelligence artificielle, beaucoup de choses qu'ils annoncent en termes de quelles sont les frontières en fait de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, beaucoup de sujets sur la partie intelligence artificielle générative. On va parler des agents d'IA et enfin de ce qu'ils appellent la prochaine frontière, qui est l'IA pour le monde physique, en fait, dessus notamment les robots et les taxis autonomes. Pour donner quelques chiffres, le CES, il y a 461 récompenses, en fait 461 récompenses, excusez-moi. Cette année, il y a un petit peu moins de startups françaises, on en compte à peu près 110 qui exposent sur le salon. Et puis peut-être dans les nouveautés, on y reviendra plus tard, mais beaucoup aussi de startups coréennes, il y en a à peu près, je crois, 640 qui sont présentes dessus, donc il y a vraiment une très grosse délégation. Puis finalement, ça donne un petit peu les tendances de l'année en termes de nouveaux écrans, de nouvelles applications dans la santé digitale et beaucoup finalement de démocratisation de l'intelligence artificielle dans beaucoup d'appareils électroménagers, les écrans, la vie du quotidien à la fois pour les enfants, les personnes âgées, mais aussi les chiens et chats et beaucoup d'appareils autonomes dans tous les sens. Alors là, Mathieu, vous nous faites un résumé du CES, là, un résumé express, c'est super. Effectivement, ce CES 2025 a été ouvert par Nvidia, c'est quand même pas anodin, c'est la star aujourd'hui du numérique, et puis qui nous annonce que l'IA va être partout et va faire des choses extraordinaires, pas seulement avec des IA génératives, mais dans le domaine de l'automobile, parce que le CES est devenu aussi un peu un mondial de l'auto, quelque part. Donc, parler de la voiture autonome, c'est plus que pertinent sur le CES 2025. Et puis, il annonce aussi l'ère de la robotique, vraiment des robots physiques, humanoïdes, qui vont nous aider dans notre quotidien. Quelle impression ça vous donne, Mikim, Christophe? Vous avez l'impression que là, qu'on est dans le pur fantasme. Nvidia joue évidemment sa carte, sans faire de mauvais jeu de mots, sur voilà, sa position aujourd'hui incontournable en matière d'IA, ou ça vous semble véritablement la tendance de fond pour les 10 prochaines années? Mikim. Je pense que c'est une tendance de fond.
Il joue dessus, bien évidemment. Hein. Il est très fort. C'est un excellent communicant. On pourrait dire que c'est peut-être le nouveau Steve Jobs de cette génération-là. Il apporte, je trouve, beaucoup de joie et d'optimisme. Il vient quand même du jeu vidéo. Il montre toute son évolution du jeu vidéo à la vie réelle. Et donc, c'est une réalité. Ces robots, ils sont là. Ils vont nous envahir pour le... Oh, c'est un terme négatif, ça, Mikim. Envahir. Ils vont nous envahir. Ils sont déjà là. En réalité, on ne s'en rend pas compte, mais ils sont déjà là. mais je pense quand même que ce qui est intéressant, en fait, c'est le dynamisme que ça apporte par rapport à l'économie. Oui. Et on aimerait vraiment avoir ce CES en France. On a Viva Technologies. C'est ce que j'allais dire. Pas à ce niveau-là encore. Peut-être qu'il sera un peu plus poussé. Mais on est dans cette ère-là. Et les Américains font un show à l'américaine absolument incroyable. Et lui est le Master of Ceremony. Oui. Christophe. Oui, je pense qu'effectivement, ce que dit Mikim est tout à fait juste. Il y a un enthousiasme aux États-Unis aujourd'hui autour des technologies. Il y a des investissements massifs et il y a un décrochage à plein de niveaux, que ce soit par les fonds levés, par les startups, par la dynamique qu'il y a autour de l'IA générative entre l'Europe et la France. Donc on a finalement voilà, l'IA qui est la star du CES et à mon avis pour les années qui viennent avec la superstar Nvidia et qui montre moi, je pense ce qui est intéressant dans ce qu'a montré Nvidia, c'est qu'au-delà d'avoir des processeurs, des GPU de plus en plus puissantes, c'est qu'il y a une vraie réflexion stratégique de la part de Jensen Huang, qui a déjà vécu des périodes difficiles et qui sait très bien qu'un jour ou l'autre, d'autres personnes vont venir avec des GPU aussi puissants. Donc, il essaie de se développer plus sur l'aspect plateforme, à la fois avec ce qu'il a annoncé, Cosmos, qui est une plateforme pour éduquer notamment les robots, les objets connectés, parce que finalement, l'IA leur permet de faire de la vision, de l'apprentissage également, et aussi de l'interaction conversationnelle. Donc tout ce qu'apporte l'IA générative, ça donne vie aux objets, donne vie aux robots. Et lui, il veut se positionner avec la plateforme pour développer ce genre de choses, un peu comme ce qu'il a fait avec la plateforme CUDA sur le développement autour des GPU. Donc de ce point de vue, je trouve que il a fait une keynote, il a eu la primeur, il a mis le ton, mais il a montré aussi toute sa vision stratégique et effectivement, comme tu le disais, cet esprit un peu optimiste, enthousiaste, qui était très, très intéressant. Ouais, qui caractérise pas mal quand même tous ceux qui sont fans du CES de Las Vegas. On a envie de croire à ce futur de la tech. Mathieu, est-ce que ça vous semble justement, parce que on aurait pu penser que post-Covid, le CES aurait un peu du mal et s'essoufflerait sur des technologies très grand public. Là, avec le show Nvidia, mais aussi plus largement les perspectives offertes par l'intelligence artificielle, c'est ça que viennent chercher en particulier les visiteurs et d'ailleurs que vous venez chercher vous aussi là en 2025 ? Oui, tout à fait. Alors, je pense, on n'est pas encore revenu. Le CES, pré-CES, moi, c'est le 12e que je fais. C'est monté jusqu'à 200 000 personnes à Las Vegas. Donc, on est revenu quand même à des niveaux assez élevés, 150 000 personnes. Et côté exposant, je crois que le maximum, c'était vers 5500 exposants. Donc, il y a beaucoup moins, notamment de groupes chinois qu'avant, avec les sujets géopolitiques qui existent depuis la précédente administration Trump. Donc, c'est pas nouveau. Mais c'est vrai que c'est un moment important dans la tech américaine. C'est le moment où on fait les grandes annonces aussi de tous les produits électroniques. Les groupes coréens, notamment Samsung et LG, depuis des années, ont les plus gros stands, ont les meilleurs stands et vraiment exposent tout ce qui peut se passer, allant des frigos connectés aux écrans transparents, en passant par beaucoup de robots, notamment domestiques, on va dire dans la partie aspirateur, etc. Donc des choses qui sont finalement qui vont changer le quotidien des Américains et plus largement et les la population dans le monde au fur et à mesure. Les télés, parce que les télés, ça a toujours été le clou du spectacle du CES, ça l'est encore. Grâce à quoi ? Grâce à l'IA, avec toutes les télés pratiquement qui sont présentées sont équipées soit de Copilot, soit de Gemini, soit Microsoft, soit Google. En tout cas, ces assistants, ils arrivent vraiment partout dans la maison.
Voilà, tout à fait. Donc, il y avait beaucoup de voix historiquement avec Alexa ou d'autres. Là, on met l'IA à toutes les sauces. Ça a de l'adaptation du son, ça doit être de la génération d'images, de vidéos, de textes et dessus. Et finalement, cette intelligence s'insère dans la vie du quotidien. NVIDIA l'a rappelé, beaucoup de sujets vont être à la fois dans l'organisation du travail. NVIDIA a beaucoup plus insisté cette fois-ci, moins dans les usages individuels du jeu, etc. C'était beaucoup plus dans les usages d'entreprise, en fait. Et vraiment, finalement, cette IA va s'insérer à tous les niveaux. On voit quelques images à l'instant. Voilà, il y a des impressionnants écrans OLED de LG notamment transparents qui, voilà, en général, je dis souvent le CES, on voit ce qui se fait de mieux en termes de techno qui marche. Après, avant que ça soit démocratisé à des prix abordables pour le grand public, ça met parfois quelques années, mais ça montre en fait qu'il y a toujours voilà, un certain nombre d'innovations qui arrivent sur le marché. Et c'est vrai que particulièrement comme ça démarre l'année entre guillemets en janvier, etc., ça donne souvent un brin enfin voilà, un bon bol d'air entre guillemets d'optimisme aussi sur l'année qui vient et voir finalement que ça se démocratise dans toutes les directions. Alors, on va parler aussi des Français, parce qu'on a des Français quand même à Las Vegas qui sont venus exposer. On nous dit 110 startups aujourd'hui. Bon, on n'est plus dans l'euphorie du début de la French Tech. Hein. Oui, je pense que malheureusement, l'air du temps souffle un sentiment de rigueur, en fait. Hein. Donc, c'est compliqué pour ces boîtes-là de trouver des modèles économiques pérennes derrière. Néanmoins, c'est fondamental qu'on soit présent. C'est fondamental que l'Europe montre qu'elle reste dans le jeu, elle reste présente. On a énormément d'ingénieurs, on a énormément de chercheurs en France avec une innovation fabuleuse. Ça serait vraiment dommage de se priver de cette visibilité au CES. On a Vivatech, justement. Alors peut-être qu'on fait moins aussi l'effort de se déplacer. Et ça coûte extrêmement cher aussi de partir sur le CES. En tout cas, moi, j'ai toujours trouvé un peu ridicule ce concours. J'y suis allé au CES quasiment tous les ans entre 2009 et 2018. Et en fait, de voir le concours entre les régions qui venaient avec leurs start-up. Et quand on allait sur les stands, objectivement, il y a des choses qui ressemblaient. Bon, quelqu'un qui avait fait une appli mobile, on se demandait un peu pourquoi il était là. Donc tout ça, je pense que c'était de l'argent dépensé un peu gaspillé. Et donc, je trouve que c'est mieux qu'il y ait un effort un peu plus de sélection et de qualité. Ceci étant, 80% je crois des startups qui sont présentes viennent pour la première fois. Je leur souhaite qu'ils aient l'occasion de revenir, mais beaucoup ne reviendront pas parce que malgré tout, toutes ces innovations qu'on a vues, notamment sous l'angle consumer, ce sont souvent des prototypes produits qui permettent de humer la tendance, de voir des choses. Mais après, souvent ces applications-là, elles deviendront une fonctionnalité supplémentaire d'un géant l'année d'après ou l'année suivante. Alors peut-être l'entreprise se fera racheter, mais quand on voit notamment dans le hardware, l'IoT, la difficulté qu'il y a à faire un produit hardware, à gérer les problèmes de supply chain, de passage à l'échelle, les enjeux sont énormes en termes de financement. Donc je pense que il est important que ces startups, elles aient aussi en tête des applications B2B qui sont souvent pour des acteurs français avec leur capacité de financement, une route to market pour parler français, enfin une façon d'adresser le marché qui est un peu plus efficace. Et bien alors justement, on a 2 startups françaises que nous avons sélectionnées et qui sont absolument sur cette ligne. D'abord, ce ne sont pas des startups qui sont là pour la première fois. C'est loin d'être leur première sur le CES de Las Vegas. Et elles sont effectivement vraiment positionnées sur un marché B2B. Je vous propose qu'on écoute, allez, vous le connaissez tous, c'est Alain Staron de la startup Artifil. Il est sur place, il nous a envoyé une petite vidéo, on va la regarder. Bonjour à tous, bienvenue au CES. Vous retrouvez Artifil qui vient présenter cette année ce nouveau produit, notre produit alarme et monitoring dédié aux infrastructures. Vous le savez peut-être, on gagne beaucoup d'appels d'offres en ce moment. Les infrastructures comme les vols de cuivre ont un vrai sujet à traiter et à date, nous sommes ceux qui nous traitons le mieux. Et donc nous sommes très contents de présenter ça ici à un parterre de gens qui sont très internationaux. Il n'y a pas forcément beaucoup d'Américains. On voit des gens du monde entier, des Européens et même des Français qui sont très heureux de nous découvrir comme quoi nous sommes encore tout petits et nous avons besoin de grandir. À bientôt. À bientôt, Alain. Oui, c'est intéressant. Il n'y a pas forcément beaucoup d'Américains, beaucoup d'internationaux qui viennent, y compris des Français, pour aller découvrir ces innovations. Ça peut paraître assez étonnant.
Vas-y, excuse-moi. Non, je pense que c'est vraiment l'objectif de ce show, c'est de pouvoir s'exposer à tout ce que les nouvelles technologies et l'électronique fait de mieux. Donc aller sur ce salon en tant que visiteur est fondamental quand on veut investir, innover dans ces secteurs-là. Donc c'est fabuleux. C'est super visibilité, c'est sûr. Ouais. Alors, je voulais quand même qu'on regarde aussi, on est quand même très très fiers d'avoir aussi une vidéo de Pollen Robotics qui fait le show au CES. Et Mathieu Lapeyre, le CEO de Pollen Robotics, qui nous envoie un message. Je suis Mathieu Lapeyre, on est aujourd'hui au CES pour présenter notre robot Richie. Donc Richie, c'est un robot qui a été créé par toute l'équipe de Pollen Robotics, une entreprise qui est à Bordeaux avec une trentaine de personnes. C'est un robot entièrement open source qu'on présente ici. Et donc notre objectif, c'est de créer une grande communauté de la robotique open source. Et donc le CES, pour nous, c'est une occasion vraiment exceptionnelle, à la fois pour présenter le robot et voir les réactions des personnes, voir si c'est un robot qui plaît effectivement ou pas, mais aussi rencontrer des potentiels acteurs de l'intelligence artificielle et de la robotique pour qu'ils puissent rejoindre ce projet et contribuer à ce projet-là. Super, avec la marinière, on leur souhaite vraiment le meilleur. Je vous propose qu'on enchaîne avec nos autres sujets. Mathieu, vous restez avec nous bien évidemment pour commenter cette actu du numérique. Je voulais parler de Meta qui se débarrasse du fact-checking au nom de la liberté d'expression, d'un ras-le-bol, de la censure, de l'inefficacité aussi des intelligences artificielles dans la modération. Voilà, tous ces algorithmes finalement qui n'y arrivent pas, qui ont un taux d'échec trop important au goût de Mark Zuckerberg. Donc il a pris cette décision, on l'écoute. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes similar to X, starting in the US. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote nonstop about how misinformation was a threat to democracy. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. But the fact checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. So over the next couple of months, we're going to phase in a more comprehensive community notes system. Voilà pour la décision qui a été prise. Je ne sais pas comment ça a été perçu de l'autre côté de l'Atlantique. Justement, Mathieu, je voulais vous poser la question parce que ici, ça a quand même été le choc. Alors, il y a beaucoup d'antécédents entre Meta, Facebook et puis l'administration, en tout cas les élections américaines. Et c'est vrai que Mark Zuckerberg et Meta, en fait, traînent depuis pas mal d'années une suspicion, en tout cas réelle ou fausse, je ne juge pas, mais de biais en fait de la plateforme Meta sur le traitement de l'information et notamment des informations politiques. Donc il y a eu beaucoup de sujets sur les élections, les précédentes et celles-ci. Et donc finalement aussi, souvenez-vous, Meta a toujours un board, ce qu'on appelle un oversight board. Donc il y a un board indépendant qui remet des décisions en fait sur ces sujets-là à titre consultatif justement, et ils vont revenir là-dessus. Et donc finalement Mark Zuckerberg essaie de solder finalement une partie des arriérés, en tout cas une partie des soucis ou des frictions qu'il y a eu notamment avec Trump et les républicains, en disant on va suivre finalement ce qui se fait chez X dessus. Donc c'est plutôt une décision honnêtement domestique américaine. Évidemment, les Européens le regardent avec un regard différent sur les choses qui se passent aussi en Europe. Et il faut le voir vraiment comme plutôt un sujet domestique américain parce que voilà, il y a une nouvelle administration qui arrive le 20 janvier aux États-Unis et Mark Zuckerberg essaye finalement de se réconcilier ou à minima de se rapprocher en tout cas des sujets de discorde en fait, notamment avec le camp républicain. Eh ben oui, il fait de la politique, Mark Zuckerberg, et donc il veut remettre aussi la politique au centre des discussions sur ces plateformes, alors qu'avant il essayait plutôt d'atténuer ses discours. C'est un revirement spectaculaire et quand on voit en plus la vidéo, on a l'impression de quelqu'un qui vient faire son autocritique devant le Politburo. Donc oui, en fait, mais bon, il ne fait que... Est-ce que c'est un revirement? Parce que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'au départ, quand même, Facebook était pas du tout sur ces sujets de modération. Mark Zuckerberg, il a été contraint par des procès, par le poids de la société, des scandales qui sont sortis, d'agir, d'essayer de faire quelque chose. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas finalement, enfin, je vais être libéré de tout ça? Je crois qu'il surjoue ça, moi, personnellement, parce qu'il s'était quand même mué en grand défenseur, justement, du fact-checking.
Et bon, voilà, mais ceci étant, il est pragmatique. Tous les acteurs tech ont fait allégeance quelque part à Trump. On les a vus les uns après les autres sous des formes diverses le faire. Il ne pouvait pas rester le seul en dehors. En plus, il avait quand même il était considéré comme, entre guillemets, ennemi du peuple même pas entre guillemets, ennemi du peuple cité comme tel par Trump et menacé d'être mis en prison. Donc je pense que, voilà, avec l'imprévisibilité et les méthodes attendues de Trump, et je pense qu'il s'est dit qu'il fallait qu'il rentre dans le rang. Il essaie maintenant de surjouer ça dans l'autre sens pour en faire un atout, notamment dans son combat par rapport à l'Europe, en disant, bon, finalement, je suis entravé, et il va demander à Trump de l'aider. Et nous-mêmes, on va être confrontés en Europe à un dilemme, finalement, en disant on a établi un certain nombre de règles, on a une vision de la liberté d'expression qui est différente des États-Unis. Que va-t-on faire? C'est une grosse question. Est-ce qu'on va faire preuve de solidarité et jouer bloc pour valoriser ce que représentent nos 450 millions de consommateurs face à des acteurs comme ça? Ou va-t-on chacun jouer notre partition indépendamment et devenir les uns après les autres des vassaux numériques des États-Unis? Ah ben justement, je propose qu'on écoute la partie de son discours là, à propos de l'Union européenne. Finally, we're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. China has censored our apps from even working in the country. The only way that we can push back on this global trend is with the support of the US government. Il est exaspéré quand il parle de ce qui se passe en Europe, Mickey. Je pense qu'il en a un peu marre de prendre toutes ces amendes quand même si on dit pas mal, quelques millions plus quelques millions. Moi, je suis assez d'accord avec Christophe. Il avait essayé de se racheter une virginité à un moment donné en se disant je deviens clean et j'essaye de faire en sorte que mes plateformes deviennent des plateformes où il fait bon vivre, on va dire, pour en parler poliment. La problématique là, c'est qu'il a peur. En fait, on voit que cet homme, Zuckerberg, réagit à la peur. Et il se dit, là, vraiment, il va se passer quelque chose. Il a déjà été titillé plusieurs fois, notamment par Kamala. On le voit quand il est interrogé par Kamala. Heureusement que finalement, les juges ne comprennent pas grand-chose à la technologie parce qu'en fait, il aurait pu se faire coincer. Donc, le dossier, il est énorme. Donc, il sait qu'il va se faire coincer. Il est obligé de se rallier à la cause de Trump et de son administration. Maintenant, ce qu'il est en train de faire, c'est effectivement pas tolérable dans nos pays. Et j'ai envie de dire, ça ne devrait pas être tolérable non plus aux États-Unis, parce qu'en fait, c'est la protection des communautés et c'est une sorte de garde-fou. Rabelais disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». On est en plein dedans. On est en plein dedans. C'est-à-dire que si on laisse ces sentiments aller et ces expressions aller à volo, les algorithmes vont les amplifier. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça va faire énormément de bruit, parce qu'en fait, ces technologies, comme les politiques d'ailleurs, se nourrissent de la discorde. Et c'est comme ça que c'est amplifié. Pas une jolie petite fleur sympathique ou un petit chat qui nous D'un autre côté, je vais me faire quand même l'avocat du diable. Il répond aussi à une demande de ses utilisateurs qui, visiblement, ont envie de pouvoir s'écharper sur des sujets politiques. Et puis, ça ne veut pas dire zéro modération non plus, ce qu'il a annoncé. Non, ses utilisateurs, attention, c'est les utilisateurs les plus vocaux. C'est ça. Il met en place un système de notation collective, décentralisé. Bon, alors on voit ce que ça donne sur X. D'ailleurs, Elon Musk a dit que c'était cool. Oui, bien sûr. Cette décision qu'avait pris Mark Zuckerberg. Je voulais faire réagir juste, Mathieu, sur aussi l'annonce du déplacement en fait des équipes de modération qui étaient à San Francisco, au Texas, pour éviter les biais. C'est étonnant comme. Ça, j'ai pas suivi l'annonce, mais voilà, il réagit entre guillemets à tout ce qui pourrait dessus. Encore une fois, le sujet de Mark Zuckerberg est vraiment domestique. C'est pouvoir en fait réagir et montrer patte blanche dessus, et que dans un débat politique objectivement très polarisé aux États-Unis, c'est très compliqué de définir de façon objective. En tout cas, ils n'ont pas réussi, et c'est pour ça qu'ils se passent en outsourçant finalement ça. Qu'est-ce qu'est la vérité politique sur des faits?
On a une vision différente en Europe, mais aux États-Unis, ça a prouvé les dernières années que la véracité des faits devient compliquée à dire. Et quel que soit avoir des employés qui le font, c'est une critique des employés par rapport à où ils habitent, ce qu'ils peuvent penser, qui y sont, etc. Donc le remettre finalement aux utilisateurs, c'est une façon peut-être pas forcément très courageuse, mais en disant c'est démocratique, c'est nos utilisateurs qui font la modération. Ouais. Et voilà, donc c'est une façon finalement dessus. Et ils avaient essayé, ils avaient un board justement oversight qui était avec beaucoup d'internationaux en essayant de dire on aura des gens indépendants qui vont dessus. Et en fait, le sujet, ça ne répond pas aux exigences en fait par rapport au sujet domestique. Et ils en font du coup une règle de l'art pour le reste du monde, ce qui a comme sujet pour l'Europe dessus. Encore une fois, c'est pas le point de départ, c'est pas une réaction par rapport à l'Europe, c'est un sujet de politique intérieure américaine. Et en se disant finalement, une fois qu'on a dit qu'aux États-Unis, c'était la règle. Voilà. Ouais. Et il est encerclé. Il a un nouvel administrateur dans son board qui l'a choisi. Qui est le bras droit de Trump et qui va être ministre aussi. Ouais. Et il a Musk. Christophe, on va trouver un nouveau nom à Meta, Make Expression Trash Again. Bravo. Pas mal. Bravo, j'adore. On passe à Starlink pour pas trop changer de sujet. Finalement, on continue à parler un peu d'Elon Musk. Starlink, donc en sauveur à Mayotte, ça passe pas très bien. Voilà, c'est au moment en fait où le Premier ministre annonce en direct le déploiement de 200 kits Starlink à Mayotte en urgence. Orange était en train de dire, nous, ça y est, on a réussi à reconnecter 78% de nos abonnés mobiles à Mayotte. Bon, il y a eu un tweet qu'on va peut-être voir passer de Laurentino Lavenzi, le directeur des affaires publiques d'Orange, qui s'offusque en fait, qui n'ait pas eu un mot sur les opérateurs nationaux. Il dit que nous sommes heurtés par une communication du gouvernement qui axe ses annonces sur du Wi-Fi provisoire by Starlink, pourtant bien moins couvrant et performant qu'un réseau mobile. Et puis il y a pire, il y a le fait qu'on va déployer finalement des moyens électriques pour privilégier Starlink. Mais finalement, est-ce que Starlink n'est pas devenu incontournable dans ces situations d'urgence parce qu'il est rapide à déployer, moins cher et efficace? Quelle est votre analyse? Il y a 2 points pour moi. Il y a le sujet de la souveraineté. Et si on ne travaille pas sur ce sujet de la souveraineté une bonne fois pour toutes, que ce soit au niveau français ou européen, on arrive à des situations comme ça. Le deuxième point, ça touche un sujet de réglementation. Là, pour le coup, Orange pâtit de la réglementation. Parce que pour protéger les côtes littorales, et ce qui est bien, on ne va pas critiquer ce point-là, ils n'ont pas pu installer les infrastructures nécessaires en temps et en heure pour que, en fait, en cas de catastrophe, ils puissent déployer très rapidement. Donc, non, il ne faut pas céder à la solution de facilité. Je pense qu'il faut mettre un petit peu moins de temps pour aller à Mayotte, donner un petit peu plus de moyens humains, pas juste de moyens de télécommunication pour qu'on puisse renvoyer un message via un réseau social. Non, il y a la vraie vie des vrais gens sur place. Donc, il est juste urgent d'être humain. Oui. Et puis, en plus, Elon Musk fait cadeau visiblement de la moitié des kits. Oui, mais bon, moi je pense que ça ne coûte rien. Hein. Ah oui. Mais je sais pas, il n'y avait pas forcément d'autres solutions, parce que les solutions, le problème c'est qu'on n'avait pas une solution disponible. S'il y avait une solution souveraine, elle aurait été. Ce qui a aussi surpris peut-être, c'est que le gouvernement a pris une décision à la fois rapide et moderne, ce qui n'était pas forcément l'image qu'on avait. Donc ils se sont décidés vite pour prendre Starlink. Ça a un peu créé un choc, mais je pense effectivement il faut que Thales, Eutelsat, qu'on ait une solution pour pouvoir déployer en cas de crise. Et il y a aussi le projet européen, mais les satellites low orbit, ils seront là en 2030. Moins cher qu'un Starlink, à casser les prix en fait de cette façon. En fait, tout est dématérialisé. Quand vous utilisez les satellites, vous n'avez pas de service client. Il n'y a rien qui se passe. Donc, est-ce qu'il y a la possibilité en Europe de créer une offre qui est très concurrente, où on ne se prend pas la tête avec le service client? Voilà, c'est toute la question. Le mieux est l'ennemi du bien, là, sur le sujet. Bon, merci beaucoup Mathieu Soulet. J'ai pas eu le temps de vous faire réagir à ce dernier sujet. On arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup d'avoir été connecté avec nous. On vous souhaite un bon CES, une bonne suite de CES à Las Vegas. Et merci beaucoup Mikim Chikli, Christophe Holnet d'avoir été avec moi aujourd'hui. À très bientôt.